Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal 2 Info. L'actualité ce jour, c'est la visite du ministre du Commerce camerounais, Luc Margloire Tangana-Barga, dans les marchés de la capitale économique Douala pour essayer de prendre la mesure des prix qui sont pratiqués sur le marché. Se rassurer bien évidemment que les produits de consommation courante ne vont pas subir une pénurie artificielle. Nous parlons également du Cameroun avec Boko Haram qui a encore frappé dans la partie septentrionale du côté de Fotokol avec bien évidemment 5 morts et plusieurs blessés. Nous irons également au Tchad pour évoquer cet état d'urgence décrété au terme d'un conseil ministériel par le gouvernement pour essayer de contenir l'avancée de ces sectes islamistes et radicales Boko Haram. Le Burundi va également nous intéresser avec cette sortie de l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui souhaiterait que le Conseil de sécurité prenne la mesure des choses au Burundi. Nous parlerons aussi de la République centrafricaine avec la date des élections législatives et présidentielles qui est connue. Voilà donc pour le sommaire, les détails dans un tout petit instant. Retour sur le plateau de la matinale de l'information sur Canal 2 Info. Serge Mondé, bonjour. Bonjour Louis Roger, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être les nôtres encore ce matin. Le ministre du Commerce, Luc Margloire Barga Tangana, est donc dans la capitale économique du Cameroun ce jour. Il va descendre dans les différents marchés pour se rassurer qu'éventuellement les prix qui sont pratiqués sont homologués et qu'il n'y aura pas de pénurie pour ce qui est des denrées de consommation courante. On peut simplement dire que le ministre du Commerce vient se rassurer de ce que les coûts donc, de ces produits sur le marché national ne vont pas subir une inflation et que ces produits-là même, tels qu'ils ont été mis en place, on aura donc l'occasion, d'après la descente du ministre, c'est pour voir effectivement que ce qui a été proposé est bien entendu respecté au niveau même des importateurs, au niveau des différents denrées de première et différentes denrées de première nécessité. C'est la volonté manifeste même du ministre d'être toujours là en cette période pratiquement qui annonce les fêtes de fin d'année. On a encore vu cette inflation ces derniers temps, ce qui n'a pas beaucoup aidé le panier de la ménagère. C'est donc pour cela qu'il arrive. Mais au-delà de cette visite qui semble être comme une sorte de point sonné à l'endroit des différents importateurs, même des commerçants parfois qui font un peu de la surenchère et d'autres qui créent même des pénuries, le ministre du Commerce vient ainsi rassurer les populations et surtout voir comment il pourrait avoir des appréciations au niveau du panier de la ménagère. Mais derrière cela, on a que comprendre d'ailleurs que les associations des consommateurs sont montées au créneau pour déterminer de manière efficace que ces prix ne devaient pas avoir des augmentations. On a vu également le cas du ciment ces dernières semaines. On a la pénurie du sucre qui devient de plus en plus perceptible sur le marché, même s'il est de plus en plus rare, et que cette pénurie pourrait créer des inflations. Donc le ministre du Commerce est là pour voir de tout ça et surtout rassurer les populations locales qu'il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas d'inflation sur le marché. Et après cette visite dans les marchés, forcément, il va se rendre dans quelques entreprises pour vérifier effectivement donc, les normes, la qualité des produits qui sont mis à la disposition des populations locales. Et lorsqu'on parle de la visite des entreprises, il y a quand même ces structures qui font dans les produits cosmétiques, qui est un secteur parfois qu'on oublie. Et pourtant, là-bas, on doit respecter les normes, on doit respecter la qualité et voir même le prix. Respecter la qualité, respecter le prix, on peut s'arrêter un peu sur tous les produits. On a vu pour le cas du ciment, le ministre du Commerce a instruit, il a mis clair que désormais les sacs de ciment devaient porter même le prix de ces produits sur chaque sac de 50 kg. Le cas du CPJ 45 par exemple a été quelque peu élucidé. Est-ce que la même proposition pourrait être faite au niveau même de ces produits cosmétiques qui va visiter d'ailleurs l'une des grosses structures de l'Afrique centrale, Biopharma sans publicité pour ne pas la nommer. Là-bas, il ira voir
voir un peu comment se passe la mise en route, même la mise en bouteille de ces produits et surtout comment fabriquer ces produits de qualité qui aident au quotidien les Camerounais à maintenir une santé de fer. Parce qu'à côté de cette production, à côté de cette beauté-là même, il y a l'esthétique qui est un véritable gage et surtout un engagement permanent même de ces entreprises-là. Il va également visiter d'autres secteurs très importants même du monde pour permettre aux populations locales de ne pas être à l'étroit même de ce qu'il y a comme produit sur le plan de la modernité. Et donc on peut trouver ce qui est ailleurs au Cameroun. C'est la preuve à travers ces investissements que le tissu industriel camerounais se bat comme il peut, mais malgré les difficultés que l'on rencontre sur le plan même de l'accompagnement de ces entreprises, il y a quand même des chefs d'entreprise qui comprennent qu'il faudrait se mettre ensemble, d'autres il faudra travailler davantage et d'ailleurs le ministre vient dans ces entreprises pour réconforter ces patrons-là. Merci Serge Boumondje. On va rester avec vous pour parler cette fois-ci de ce conclave qui se déroule à la capitale politique du Cameroun en prélude bien évidemment à cette conférence COP21 sur le changement climatique qui va se dérouler en France d'ici la fin de l'année. C'est un grand rendez-vous pour les changements climatiques dans le monde. Donc, ça va se dérouler du 9, donc les travaux s'ouvrent aujourd'hui, du 9, du 9 au 11 novembre de cette année. On va revenir sur ces différents changements climatiques qui sont influencés. Le cas, par exemple, du lac Tchad, où la Banque mondiale choisit également d'accompagner cette institution. Elle revient sur les fondamentaux même parce que le lac Tchad se rétrécit au quotidien. La Banque mondiale entend donc mettre pratiquement 589,5 milliards de francs CFA, un argent qui va permettre de voir dans les fonds comment permettre de réorganiser la vie au niveau de ce bassin du lac Tchad qui concerne plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, le Nigeria, tous ces pays qui se retrouvent tout autour. Il faut absolument activer cette zone-là lorsqu'on sait encore que le bassin du lac Tchad, lui qui a été mis en veilleuse depuis 1960, il était pratiquement constitué dans toute l'ossature de plus de 20 000 km². Aujourd'hui, cet espace est réduit en deux. On atteint à peine les 10 km², ce qui devient de plus en plus difficile et porte donc l'interrogation au niveau de la communauté internationale, même si on a dit quelque part que la masse humaine, donc la masse de la population tout autour de ce lac Tchad avoisine pratiquement les 30 millions d'habitants. Ce n'est pas un projet à négliger parce qu'il faut organiser toute une vie tout autour et surtout lutter contre le désensablement. Merci Serge Boumondje pour ce complément d'information au sujet de cette actualité. Voilà, je voulais juste ajouter que ce qu'on a appelé COP21, qui est une sorte de rendez-vous pour lutter contre les influences climatiques, ce grand rendez-vous va se tenir en France, du côté donc de l'Europe. C'est à partir du 29 décembre et pour s'achever le 29 novembre au 11 décembre, là j'arrive, donc du 29 novembre au 11 décembre. Au cours de ce grand rendez-vous planétaire, beaucoup viendront donc appuyer et voir l'organisation de la vie tout autour du lac Tchad, qui est quand même pratiquement sur le plan de la reconnaissance. On nous annonce ce matin qu'il a d'autres faits importants en essayant de revenir en disant clairement que c'est quand même le 3e lac d'eau douce dans le monde, donc ce qui fait part également de sa pertinence et il faudra ardemment réfléchir tout autour pour lutter un peu contre les influences et surtout ce qui est important, au-delà de lutter contre ce désensablement, il faut accompagner les populations tout autour qui vivent autour de ce lac Tchad et qui regorgent ainsi plusieurs qualités, même les populations locales, même celles qui ont quand même vécu et qui ont fui les batailles, les guerres entre ces différents pays-là se retrouvent dans cette zone-là où on pense pouvoir redonner de la vie là-bas à cela même. Merci une fois de plus Serge Boumondje pour ces informations et surtout cette conférence sur le changement climatique qui est annoncée pour le mois de novembre-décembre du côté de la France. On va poursuivre avec cette matinale de l'information avec bien évidemment Patrick Christian Dobro qui est là. Bonjour. Bonjour Louis Noger, bonjour à notre ami Serge et bonjour à nos téléspectateurs. Vous n'étiez pas là hier pour des raisons professionnelles. Oui, raisons professionnelles pour la bonne cause. Vous savez, autant on s'intéresse à l'actualité au-delà de nos frontières, autant il faut aller aux sources, n'est-ce pas, de l'exigence de nos cultures pour apporter aussi ce que l'Afrique peut proposer au monde entier. Parlons à présent du Cameroun avec cet attentat suicide à Fotokol avec ces 5 morts qui ont été enregistrés. Et nous fait savoir que ce deuxième attentat depuis le tout premier, du 12 juillet dernier. Alors Patrick Christian d'abord, le Cameroun qui devient cette cible récurrente des attaques à répétition
de Boko Haram, en dépit des moyens qui sont déployés, des éléments de nos forces de sécurité qui sont sur le terrain. Boko Haram réussit quand même à s'infiltrer et à poser des actes qui sont regrettables. Oui, Louis Roger, en tout cas, on devait pouvoir s'attendre à ce genre, n'est-ce pas, d'actes macabres. Boko Haram est dans une logique alternée, à la fois le combat frontal, on a encore vu cette tentative, n'est-ce pas, d'incursion, ou alors cette tentative finalement de marche sur Kerawa qui a été repoussée énergiquement par nos forces de défense, avec à la clé une bonne dizaine, n'est-ce pas, de ces islamistes-là qui ont été défaits. Et dans la foulée, c'est une mosquée du côté de Fotokol qui est attaquée. Donc, c'est dans la logique même de la position de Boko Haram actuellement. Certains disent des actes de dépit, mais il me semble que ce revirement stratégique dont on faisait ici allusion, avec une espèce de remodélation, n'est-ce pas, une espèce de refonte à la tête même du mouvement, qui permet à Boko Haram d'avoir à la fois dans cette bataille-là un processus asymétrique, mais aussi la capacité toujours à revenir avec un affront offert à nos forces de défense. Et puis il faut remarquer quand même que ce mouvement de l'armée tchadienne, ce retrait des troupes tchadiennes, a peut-être laissé entrevoir aux éléments de Boko Haram qu'il y avait un peu plus d'espace pour réagir et attaquer l'armée camerounaise. Mais c'était sans compter la position ferme et l'efficacité des forces de défense camerounaises, surtout que ces forces de défense-là sont un peu appuyées, on ne le dit pas encore. Là, il y a le renseignement américain qui rentre en phase, il y a la force multinationale qui est véritablement en train de quadriller. Donc, peut-être que Boko Haram a voulu tester un peu la capacité de ce dispositif-là à réagir au-delà du retrait, n'est-ce pas, des forces armées tchadiennes. Après, ce que nous, on doit noter au-delà de ces attaques-là, c'est aussi l'organisation de nos populations. Il faut quand même tirer un coup de chapeau à ces comités de vigilance et aussi au courage de ces compatriotes qui arrivent à affronter, sachant même qu'il y a la mort au bout, ces personnes ciblées, soupçonnées d'être des kamikazes. C'est le cas qui est arrivé à Fotokol, où on a réussi à démanteler, en tout cas à dépister ces deux potentiels kamikazes. Un, A7 activé sa bombe parce qu'ayant été saisi, et par une femme. Vous voyez, Louis Roger, la population se prend en charge et que cette histoire n'est même plus que l'affaire des hommes qui sont souvent portés au devant de la scène de la défense. C'est une femme qui va vers cette kamikaze et qui s'interpose et qui perd sa vie pour sauver la vie des autres compatriotes. Des femmes qui donnent la vie et des femmes qui sauvent une vie. Et à côté, on a la réaction, il faut le dire, des forces de défense qui, dans l'immédiat, ont neutralisé le deuxième kamikaze. Alors, ce qu'on peut retenir au-delà, n'est-ce pas, de cette tentative de Boko Haram, c'est la mobilisation des populations de ce côté-là et le fonctionnement quand même assez efficace de ces comités de vigilance, surtout le courage de nos compatriotes qui sont dans la région de l'extrême nord. Alors, Serge Bondé, cette attaque à répétition de Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun freine également la croissance et plombe l'économie. Plomber l'économie, c'est perceptible depuis d'ailleurs que Boko Haram s'est engagé dans cette zone-là à pouvoir déstabiliser les populations dans cette localité-là. Sur le plan économique, les activités sont totalement au ralenti. On a vu tout au long de la ceinture avec le Nigeria, le pays frontalier, depuis que l'armée nigériane qui occupait des positions assez importantes et stratégiques a commencé son retrait. On a du mal à pouvoir se ressaisir là-bas parce que les populations disent que les activités sur le plan commercial, rien ne pourra plus être garanti. Donc les membres de Boko Haram pourraient arriver à tout moment et saccager quelques villages, voire emporter même du bétail et surtout voire tuer aussi d'autres populations qui sont dans cette même zone. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est la vigilance accrue. D'ailleurs, Christian Dobois a bien développé sur tous les plans ce qu'il y a à voir sur le plan sécuritaire, ce qu'il y a à voir également en termes de vigilance et surtout d'accompagnement des populations de cette zone-là qui doivent prendre à main leur propre destin et surtout le courage de ces personnes qui font partie intégrante donc, des différents comités d'autodéfense qui veillent au grain de jour comme de nuit et surtout la promptitude même des forces de défense et de sécurité nationale lorsqu'on réussit à les joindre. Donc ces forces-là sont sur place pour intervenir. Donc c'est très important aujourd'hui de savoir que les populations prennent à cœur dans ce combat contre Boko Haram, ce qu'on va également relever, c'est cette vigilance accrue qui a toujours été celle renforcée par le chef de l'État en demandant à tous de participer à cette bataille, mais ce qu'on déplore quand même, c'est le nombre de morts enregistrés. Donc la presse ce matin faisait état de 5 morts donc, dans cette attaque de Fotokol qui a été quelque peu sécurisée entre guillemets après cette
cette attaque-là, les populations ont quand même retrouvé la sérénité, dont les forces de défense ont réussi à quadriller toute la zone, mais ce n'est pas encore terminé. Les enquêtes se poursuivent, les informations également sont à mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité nationale, dont l'armée camerounaise, le bataillon d'intervention rapide, la gendarmerie et la police. Tous ces membres-là sont mobilisés pour lutter efficacement contre Boko Haram et surtout prévenir d'éventuelles attaques. Et c'est le Tchad qui voudrait prévenir donc, ces attaques en instaurant bien évidemment l'état d'urgence dans la partie du lac Tchad dont nous parlions tout à l'heure. Et c'est au terme d'un conseil extraordinaire de ministre Patrick Christian d'abord. Oui, lui, Roger, il me semble que Idriss Déby et tout son état-major prennent avec beaucoup de délicatesse, n'est-ce pas, on va dire cette résurrection en quelque sorte de Boko Haram que le président tchadien avait annoncé comme étant décapité. Mais il faut surtout voir que cette région du lac Tchad, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le développement de Serge ici autour des enjeux écologiques, n'est-ce pas, et économiques autour du lac Tchad, c'est quand même un peu plus de 30 millions d'habitants. Et le Tchad a certes donné son nom, n'est-ce pas, à ce lac-là, qui finalement dessert des pays comme le Cameroun, il y a le Nigeria, et dans une moindre mesure le Niger. Vous voyez que, on va dire, les populations qui sont agglutinées autour de ce lac Tchad suscitent beaucoup d'intérêt, autant sur le plan économique que sur le plan même de l'impact que cela peut avoir dans l'interland des différents pays qui partagent, n'est-ce pas, cet espace-là. Alors, quand le Tchad prend une mesure comme celle-là, l'état d'urgence, c'est d'abord pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'avoir un peu plus de pouvoir dans la gestion, l'interpellation et des fouilles. Vous savez que l'état d'urgence est souvent mis sur pied dans des contextes sécuritaires difficiles à gérer par les forces de sécurité ordinaires. Et ici, la présence à la fois des forces de première, deuxième et troisième catégorie va devoir être jugulée dans un sens commun pour permettre finalement au Tchad de faire face aux méthodes pernicieuses de Boko Haram, parce que l'armée tchadienne, quand elle vient au Cameroun, quand elle intervient elle-même en allant au Nigeria et quand elle est elle-même sur ses bases, est un peu plus concentrée sur une tactique frontale, une guerre conventionnelle. Mais ici, il faut bien que le renseignement ait un certain nombre de méthodes, parfois pas en accord avec la liberté de mouvement, d'expression et même les droits de l'homme, soient mises en activité pour faire barrage finalement à la route de Boko Haram. Donc l'état d'urgence arrive ici comme une réponse à la fois psychologique, stratégique et tactique, n'est-ce pas, de l'état tchadien à la menace Boko Haram qui, il y a encore quelques jours, a fait des victimes, n'est-ce pas, dans cette région. Alors Serge, je bondais, le Tchad, Idriss Déby Itno, qui avait annoncé Boko Haram décapité aujourd'hui, est obligé de prendre des mesures d'urgence pour contenir cette secte islamiste radicale qui a pratiquement trouvé un terreau propice tout autour du bassin du lac Tchad. Justement parce qu'au niveau du bassin du lac Tchad, il y a toute une vie qui est constituée avec les populations locales et qui touche les activités au quotidien donc, de ces différents pays. On se souvient encore de l'annonce faite par le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, qui disait avoir neutralisé le chef de la secte terroriste Boko Haram, donc Aboubakar Shekau. Ces mêmes éléments donc, de Boko Haram se sont repositionnés et ont des stratégies aujourd'hui et qui permettent au Tchad et aux pays engagés dans cette bataille contre Boko Haram de se repositionner à chaque fois et surtout apporter de manière singulière aussi une autre forme pour combattre au-delà des actes terroristes qui sont également observés. Je voudrais aussi également à cette occasion féliciter un peu l'armée tchadienne qui s'engage dans les combats au front, tout comme l'armée camerounaise qui allait défendre du côté de la République centrafricaine non seulement l'image du Cameroun, mais aussi participer à la pacification de ce pays-là. Donc le Tchad a eu l'occasion d'honorer le samedi dernier, c'était à la place des Nations, donc en N'Djamena, en présence donc, du chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, et qui a d'ailleurs remis des médailles à ces vaillants soldats qui ont défendu le Cameroun durant cette période et qui sont encore stationnés dans les zones stratégiques, les zones de guerre, où l'influence et surtout l'expérience de l'armée tchadienne est encore à observer dans cette zone, dans le plaidoyer également des hommes en tenue du Tchad, donc de ces militaires. Ils revendiquent pratiquement un peu plus de 70 hommes qui ont été perdus dans le cadre de ces batailles entre le Niger, le Nigeria et le Cameroun, tout ceci pour défendre la patrie, donc défendre le territoire africain globalement. Donc c'est un engagement particulier
qu'on voudrait saluer ce matin, au-delà de toutes les forces qui sont engagées dans cette guerre contre Boko Haram, il n'y a que la force mixte multinationale qui est attendue, qui est en train de prendre véritablement corps pour défendre de manière efficace aussi cette zone et même le continent africain globalement. C'est dire que c'est une véritable réponse qui arrive, mais est-ce que cette réponse sera proportionnelle aux attaques qui sont menées par les éléments de Boko Haram lorsqu'on sait que les attentats kamikazes font le lot quotidien, parfois même de ces assaillants-là. Mais on reste sur le pied de guerre et puis l'Afrique ne va pas se laisser emporter par une guerre qui pourtant qu'elle aurait pu juguler si toutes les mesures de sécurité, même le financement donc, du combat contre Boko Haram aurait été mis à l'actif. Alors Patrick Christian, tu as une dernière réaction? Oui, juste une dernière réaction. Il faut dire que dans la foulée de cette annonce d'état d'urgence, l'État tchadien a quand même pris en compte aussi la nécessité d'aller vers le développement de cette zone. On annonce quand même un déblocage de 3 milliards de francs CFA pour essayer de réorganiser la vie des populations, n'est-ce pas, dans cette partie. Et il faut dire aussi que ça fait quand même près de 200 000 exilés depuis que Boko Haram est arrivé. On a d'ailleurs entendu le président tchadien lors du sommet, n'est-ce pas, sur la sécurité qui se tient actuellement du côté de Dakar, évoquer le coût de la guerre, le coût de l'engagement des troupes. Donc dans une formule de repli comme ce que le Tchad fait, on peut aussi voir la nécessité pour N'Djamena de maîtriser les coûts de son engagement sur certains fronts. Surtout que pendant ces forums, il y a des promesses, comme il y a eu pour la MISCA, puis la MINUSCA. On promet des millions de dollars, des milliards en francs CFA, mais des milliards qui arrivent au compte-gouttes. Et pourtant, sur le terrain, les troupes doivent pouvoir être ravitaillées et être motivées. La situation au Burundi préoccupe la communauté internationale. L'ambassadeur adjoint de la France aux Nations Unies a d'ailleurs souhaité que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse se pencher sur le cas du Burundi avec ses violences à répétition, avec au bout du compte des assassinats et des enlèvements. Alors Patrick Christian-Dobo, est-ce que vous estimez que cet appel de la France pourra être véritablement entendu, pourra permettre à Pierre Nkurunziza de revoir sa politique pour ce qui est bien évidemment du désarmement des insurgés, pour ce qui est bien évidemment du retour au calme du côté de Bujumbura? Je voudrais bien y croire, lui, Roger. Mais avant d'y croire, je voudrais aussi interroger la sincérité même de la France et de bien des pays occidentaux dans cette question. Oui, Pierre Nkurunziza s'est entêté pour un troisième mandat. Oui, il peut être considéré comme étant un des principaux responsables de ce qui arrive aujourd'hui à son pays. Mais quand on regarde un peu l'attitude et la divergence de points de vue et de dispositions, de mesures qu'on prend pour un certain nombre de pays, je ne vais pas aller loin, je vais citer même le Rwanda, quand on a vu d'ailleurs la sortie de Paul Kagame qui finalement accuse de manière ouverte, n'est-ce pas, le régime de Bujumbura, on peut quand même s'interroger sur la sincérité des acteurs qui s'impliquent ou qui disent vouloir s'impliquer dans une quête de solution au Burundi, de le faire sans intention. C'est vrai que cette disposition, en tout cas cette résolution que propose la France, peut être une résolution qui devrait donner un petit tonus, n'est-ce pas, à la quête de cette paix du côté du Burundi. On a la crainte, le Rwanda le déclarait, le Conseil de sécurité à travers cette résolution proposée par la France craint de revoir ce qui est arrivé il y a 21 ans au Rwanda, ce génocide, parce que le discours, disent-ils, est de plus en plus haineux. On a vu l'ultimatum qu'avait donné le président Pierre Nkurunziza pour le désarmement. À peine arrivé à expiration, il est passé à l'acte. C'est une fouille minutieuse qui se fait dans les quartiers, notamment ceux qui sont défavorables, n'est-ce pas, à ce troisième mandat-là. Mais au-delà de cette volonté présentée par la France, au-delà même aussi de la nécessité qu'on a à retrouver quand même une certaine accalmie du côté de Bujumbura et du Burundi en général, il faudrait que les acteurs, tous les acteurs concernés dans ce processus-là, jouent à un jeu sincère. Et on n'a pas souvent l'impression, quand on regarde les déclarations des pays occidentaux, qu'il y a de la sincérité. C'est peut-être la tête de Nkurunziza qu'on veut sur le plancher. Peut-être qu'il y a des raisons sur cette volonté-là, mais à la fin, est-ce que c'est l'intérêt du peuple burundais qui est l'essentiel? Et ça, c'est une question qui ne va certainement pas avoir une réponse sur ce plateau. Voilà, on va poursuivre avec cette actualité en parlant de notre situation qui n'est pas du tout reluisante. C'est celle vécue du côté de la Guinée-Conakry, avec cette mutinerie à la prison centrale où des détenus mécontents se sont évadés pour les uns, d'autres ont affronté
les gardes les gardiens de prison qui étaient là. Alors, c'est une autre situation trouble qui vient jeter un peu de l'opprobre sur les élections qui sont annoncées pour le 29 novembre. Alors, vous avez bien chuté, Louis Roger. La Guinée-Conakry sort d'une élection qui a fait craindre, c'est vrai, fait couler beaucoup d'eau et de salive, qui a fait craindre une contestation. Finalement, c'est vrai que nous avons le président Alpha Condé qui a été reconduit, mais cette mutinerie qui arrive a quand même jeté un peu, on va dire, de frayeur sur la capitale Conakry. Et les coups de feu, vous savez, on n'est pas encore sorti de cette époque où, finalement, sous le contrôle de Dadis Camara, la Guinée avait beaucoup de frissons. C'est un pays qui connaît souvent de petits désamours avec les armes. Mais le problème de cette mutinerie semble être un problème qui n'est pas une particularité de la Guinée-Conakry. Vous savez, au Cameroun, on en était encore à parler de cette surpopulation carcérale. Et cette surpopulation carcérale qui n'est pas aussi une particularité du Cameroun, on a l'impression que c'est finalement la même situation dans bon nombre de pays en Afrique subsaharienne. Et cette surpopulation carcérale, à des moments, peut faire vaciller même la présence des gardiens de prison et de toute l'administration qui gère finalement ces services pénitentiaires. Et autre chose qu'il faut dire, c'est que quand on regarde dans le fond, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces surpopulations carcérales? Prenez le cas de cette prison à Conakry centrale, construite en 1950 pour une capacité de 220 places. Aujourd'hui, elle en est à contenir plus de 2000 prisonniers. Imaginez le gap, Louis Roger. Ça fait un peu trop. Et parmi ces 2000 détenus, on en est à constater qu'il y en a qui n'en sont qu'à une position de détention préventive. Vous voyez, il y a des lenteurs sur le plan administratif, sur le plan judiciaire, il y a la surpopulation carcérale, la difficulté même à gérer et à manager tous ces détenus-là. Et vous savez, c'est comme un cocktail explosif qu'on ne fait que secouer, et le jour où il explose, il devient très difficile à contenir. Dieu merci, on a pu contenir, n'est-ce pas, cette mutinerie. Certains se sont évadés, peut-être des criminels de grand chemin, alors que ceux qui ne sont que là, peut-être pour des petits coups, n'ont pas ce courage de s'évader. Et en fin de compte, on se demande comment est-ce que ce type de problème doit pouvoir être résolu si on en est toujours à avoir autant de détenus pour des capacités si minimes. Parlons à présent de la République démocratique du Congo, où Joseph Kabila voudrait organiser un dialogue national inclusif avec, bien évidemment, la majorité, l'opposition et la société civile. Et parmi les sujets qui feront partie des points à l'ordre du jour, on parle de la révision du fichier électoral et bien d'autres choses, Patrick Christian Delon. Oui, cette révision du fichier électoral est une problématique qui, en tant que telle, ne devrait pas faire cristalliser les positions. Mais vous savez que le véritable problème actuellement en République démocratique du Congo est comparable à celui que les frères de l'autre côté de la rive du fleuve Congo ont aussi vécu. La véritable pomme de discorde, c'est la possibilité de modifier la Constitution pour permettre au président Joseph Kabila de se représenter en 2016 pour un autre mandat, ce qui ne lui est pas permis en l'état actuel par la Constitution. Donc, la tension qu'il y a dans l'air du côté de la RDC est une tension qui craint que le processus qui s'est déroulé de l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, se déroule exactement de la même façon au Congo-Kinshasa. Mais ce qu'on doit reconnaître quand même au président Joseph Kabila, c'est qu'il est en train de jouer enfin manœuvrier. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir comme Denis Sassou Nguesso semble être en passe de le faire du côté du Congo? Il consulte la société civile. De l'autre côté, au Congo, on a eu une espèce de dialogue national. Il me semble que c'est la même voie qu'il est en train de prendre. Il est allé jusqu'à consulter le corps consulaire en présence en RDC, en envoyant des gages et des signaux, et en acceptant même la possibilité d'avoir un médiateur qui viendrait de l'extérieur. Donc, les positions dans le camp de ses opposants ne sont pas tout à fait claires. Et comme on le dit souvent, Louis Roger, c'est justement de l'opposition que vient souvent la faiblesse de l'opposition. On n'a pas l'impression que c'est une position tranchée, rangée, en rang serré, qui permette à l'opposition aujourd'hui de dire non ou de faire face à une quelconque proposition du président Kabila. Donc aujourd'hui en RDC, on est en suspens.
On ne sait pas vers quel sens va aller ce dialogue-là, le dialogue national proposé par le président Kabila, mais la véritable pomme de discorde se situe autour de sa possibilité d'être candidat à l'élection en 2016. Alors donc c'est une stratégie bien mise en œuvre pour aboutir à cette modification de la Constitution. C'est qu'il voudrait adopter la voie douce et non un peu la voie brutale comme celle empruntée par son compatriote Denis Sassou Nguesso. Vous savez, un appât, il est très doux, souvent quand on le voit à distance. C'est quand il nous tient la gorge qu'on se rend compte qu'il n'est plus doux. De toutes les manières, c'est la stratégie. Et les hommes politiques ont souvent coutume de dire, et c'est d'ailleurs les définitions qu'on nous donne autour du regard sur les partis politiques, le but, c'est de tout faire pour accéder au pouvoir, maintenir son pouvoir par toutes les possibilités qui se présentent à ces politiciens-là. Et il me semble que dans cette logique-là, le président Joseph Kabila trouve les stratagèmes qui lui permettraient finalement de sauver son pouvoir, malgré l'interdiction que la Constitution aujourd'hui du côté de la RDC met en avant. Donc lui et ses partisans sont certainement en train de brouiller les pistes pour finalement arriver à une pilule qui sera avalée de gré ou de force, ou alors peut-être même de manière inconsciente par l'opposition de ce côté. Mais ce qu'il faut également relever, Patrick Christian Deborah, c'est qu'il souhaiterait quand même que ce dialogue national puisse être coordonné, non pas par un membre du gouvernement ou une quelconque personnalité de la République démocratique du Congo, mais il souhaiterait plutôt que ce soit la communauté internationale, comme le souhaite aussi l'opposition. Oui, l'opposition l'a souhaité un tant soit peu, n'est-ce pas, la capacité d'avoir un médiateur qui viendrait de l'extérieur. Et vous savez, le président Kabila, dans son discours, n'est-ce pas, après cette consultation qu'il a fait à l'endroit du corps diplomatique, a laissé entrevoir cette possibilité. C'est un grand pas. Mais tel qu'on connaît comment le jeu politique est parfois serré, n'est-ce pas, il est parfois maîtrisé, il va sans dire que si le président Kabila ouvre cette sortie-là, ouvre cette porte-là, certainement qu'il a des idées dans la tête. Et qui est finalement la communauté internationale qui va y aller? Vous savez, comme on le disait pour le Congo-Brazzaville, la tournée du président Sassou Nguesso, notamment à Paris, avant l'annonce même de la date du référendum, avait laissé entrevoir qu'il y avait des gages qui avaient été donnés par les partenaires internationaux à la suite, bien évidemment, d'un certain nombre d'accords qui ne sont souvent pas dévoilés. Donc, ça peut être le cas. Il était opposé à cette médiation qui viendrait de l'extérieur. Aujourd'hui, s'il en est à pouvoir ouvrir cette porte-là, on peut avoir l'impression que le président Kabila est en train d'avoir des gages des partenaires internationaux et allez donc savoir où est-ce que les accords autour de ces gages-là peuvent arriver. La richesse du Congo est bien nombreuse, mon cher. Une autre nation qui voudrait bien évidemment réussir sa transition, c'est la République centrafricaine où Catherine Samba-Panza voudrait véritablement organiser les élections générales avant la fin de l'année. On annonce bien évidemment le référendum constitutionnel pour le 13 décembre et le premier tour des législatives et des présidentielles pour le 27 décembre. Alors, Patrick Christian Deborah, c'est une nouvelle et dernière date ou alors il faut s'attendre encore à une autre annonce dans les tout prochains jours? Il me souvient, lui, Roger, que lors d'une de vos interrogations sur la question, il y a quelques mois, vous vous posiez justement la question de savoir si le référendum qui était prévu pour le 2 octobre et dans la foulée, la présidentielle qui était annoncée autour du 20-25 allait se tenir. On ne s'était pas risqué à pouvoir avoir la confirmation ou une réponse assez ferme autour de cette question-là. On va reprendre les mêmes conditions, les mêmes interrogations et on va certainement donner les mêmes réponses. Bien malin qui pourrait dire si ce nouveau calendrier électoral que le pouvoir de transition propose aujourd'hui en RCA sera respecté. On a manifestement l'impression que la transition voudrait à tout prix sortir en se disant que nous avons tout fait pour qu'avant la fin d'année, la fin du mandat de la transition, c'est-à-dire au 31 décembre, que le processus électoral ait eu le jour. Mais on va se poser deux questions qui se tiennent en un seul. L'élection. Faut-il courir vers la paix avant d'avoir les élections ou alors faut-il aller d'abord vers les élections pour avoir la paix? C'est une question assez complexe, Louis Roger. Et quand on parle de ces élections-là, c'est vrai que l'Agence nationale des élections annonce, par le biais du pouvoir de transition, ces dates que vous venez de citer, c'est-à-dire le 13 décembre pour le référendum, le 27 pour le premier tour de la présidentielle et éventuellement le 31 janvier 2016 pour un deuxième tour.
Dès qu'on a fini d'observer ces dates-là, on doit revenir sur des questions pratiques. On nous annonce environ 2 millions de Centrafricains qui seraient déjà inscrits sur le fichier électoral. Mais combien sont-ils potentiellement, ces Centrafricains qui peuvent voter, pour avoir la capacité de juger et d'évaluer le fichier électoral, sa crédibilité et sa capacité à refléter la volonté des Centrafricains? Et ensuite, le dispositif d'une élection, il ne se limite pas aux inscriptions dans un fichier électoral déjà contestable et contesté. Est-ce que ce dispositif, sur le plan du quadrillage du territoire, est possible d'accueillir une élection comme celle-là? Et après, cette éternelle question de l'exclusion d'un certain nombre de ténors de la vie politique centrafricaine et même de la reconstitution du fichier politique de la RCA, est-ce qu'il est résolu pour prétendre à une élection qui va finalement donner à tout le monde la possibilité d'être d'accord autour d'une table et de laisser passer la voie des armes? On n'en est pas certain, Louis Roger. Merci, messieurs, d'être passés ce matin. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.